En manchette ce soir, répit d'une augmentation de taxes à Amos. Une hausse de 2,02% pour 2024. Générer de l'économie, c'est typiquement lié à notre planification stratégique où on vise à avoir plus de population pour en avoir moins en 2030. Gel de taxes pour les contribuables à Malartic l'année prochaine. Aucune augmentation de taxes résidentielles, commerciales, industrielles. Et également aucune augmentation de taxes de services. Et près d'un tiers de Témiscabitibiens de plus de 18 ans victimes de violences intimes. Une grande réalité qu'on voit autant au niveau des adolescentes qu'au niveau des femmes. Ça reflète beaucoup ce qu'on voit sur le terrain. Bonsoir tout le monde et commençons maintenant. On revient sur le dépôt du budget de la ville d'Amos avec Yohann Carrière. Et Yohann, outre l'augmentation des taxes de 2,02%, la ville a aussi déposé un plan triennal d'immobilisation de près de 55 millions de dollars. Et on parle surtout de travaux de réfection sur le réseau routier. En 2024, ce sera notamment la réfection de la 2e avenue, ce qui s'inscrit là, en fait dans la continuité des travaux entrepris par la ville depuis quelques années. Et on s'entend, on ne parle pas là, dans le PTI de 55 millions de dollars d'asphaltage et de canalisation, mais ça représente quand même une partie importante du tout. La 2e avenue, par exemple, c'est un projet qui est évalué à 6 millions de dollars et c'est la même chose pour la 3e phase sur la 1re avenue qui, elle, va se réaliser en 2025. Pour le maire Sébastien Dastou, eh bien, c'est simple. Ces travaux-là, là, ils sont nécessaires. On suit notre plan de match depuis quelques années. On a refait les différentes avenues, on a fait la 1re avenue. Bon, il reste encore la 3e phase qu'on vise faire en 2025. Bien sûr, en 2024, on va faire la 2e avenue qui est une des rues les plus usées. Et quand je dis usée, ce n'est pas l'asphaltage, c'est vraiment les canalisations. On a fait beaucoup d'interventions dans les dernières années. Alors ça, c'est un majeur qu'on va faire en 2024. Bon, je le mentionnais, il n'y a pas que des travaux d'asphaltage et de canalisation. Là, dans les prochaines années, Amos veut notamment travailler sur la réhabilitation du parc géotherrien, la mise en place d'un marché public permanent et aussi un investissement là, dans le programme de rénovation des façades du centre-ville. Le maire indique que la ville veut accroître sa population, oui, et donc pour cela, eh bien, elle se doit d'optimiser ce qu'elle a à offrir sur le point de la vie urbaine et se développer économiquement. Quand on regarde les plans triennales d'immobilisation, quand on regarde ce qu'on a fait dans les dernières années, on parle beaucoup de canalisation, de rues, de nouveaux terrains, de développement économique avec des terrains commerciaux et économiques. On est en mode où on veut attirer de la population, on veut générer de l'économie. C'est typiquement lié à notre planification stratégique où on vise à avoir plus de population, pas en avoir moins en 2030. Et bien évidemment, une bonne partie des projets présentés dans le PTI d'Amos sont conditionnels à ce que certaines demandes de subventions là, soient approuvées. C'est environ 30 millions que la Ville espère obtenir en subventions sur les 3 prochaines années. Merci Yohann. Au revoir. La ville de Malartic a également présenté son budget pour l'année 2024 mardi soir. Et qu'Emilia, ils ont choisi de soutenir les propriétaires et les résidents de la ville pour la prochaine année. Exactement, Mélissa. Il n'y aura pas de hausse de taxes pour les contribuables de la ville de Malartic encore une fois cette année. Dans son budget présenté mardi soir, l'administration de Martin Ferron a indiqué que les taxes de service vont aussi être gelées en 2024. Je vous laisse entendre le maire de la ville à ce sujet. On est en mesure d'offrir aux citoyens de Malartic encore une année sans augmentation de taxes. 4e année consécutive sans augmentation de taxes. Oui, il y a un plan de retour à l'équilibre, je dirais, régional, là, puis on l'a retrouvé. Là, on fait partie maintenant, on n'est pas dans les plus taxés. On a déjà été une municipalité que le taux de taxation était le plus élevé. Les années plus difficiles dans le passé. L'arrivée de la minière en 2011 venu générer, bien sûr, des nouveaux revenus, investissements dans le milieu, des constructions résidentielles, des nouveaux parcs industriels, des nouveaux bâtiments. Tout ça ensemble a augmenté les revenus de la municipalité et tranquillement, mais assurément, on a réussi à baisser le taux de taxe. Donc, Mélissa, pour l'année 2024, c'est donc un budget de 11,6 millions qui a été annoncé par la Ville, soit une augmentation de 5,9 % par rapport à l'an dernier. Et malgré l'inflation et la hausse des frais d'intérêt, Malartic a pu bénéficier de l'ajout de quelques bâtiments de la mine Odyssée. Mais malgré tout, la Ville va devoir réduire quelques dépenses dans différents services, mais les loisirs et la culture vont être épargnés.
Service des loisirs qu'on a bonifié près de 20 les services, ça veut dire des employés supplémentaires, plus d'activités, plus de financement pour faire des activités au niveau de la culture et du loisir à Malartic. Alors, on a bonifié un peu cette tranche-là qui, depuis quelques années, avait été moins demandée, là, avait moins reçu, si vous voulez, sa part du gâteau, là. Et des investissements d'environ 9 millions sont aussi prévus au programme triennal d'immobilisation. La réfection des rues et des conduites, un investissement dans la phase 2 des explorateurs et l'aménagement de pistes cyclables en milieu urbain sont d'ailleurs prévus en 2024. La Ville de Malartic dit aussi continuer de réduire le fardeau de la dette, évalué présentement à 13,6 millions. Merci, Kémilia. On va parler maintenant d'une triste réalité. Près du tiers des Témiscabitibiens âgés d'au moins de 18 ans ont été victimes de violences par un partenaire intime au cours de leur vie. C'est ce que révèle malheureusement l'enquête québécoise sur la violence commise par des partenaires intimes de l'Institut de la statistique du Québec 2021-2022 qui a été dévoilée ce matin. Et dans une proportion d'un peu plus de 37%, eh bien, ce sont les femmes qui subissent le plus une forme ou l'autre de violence, avec environ 10% des gens de la région victimes de violences sexuelles par un partenaire intime. Le point d'appui de Rwanda rappelle l'importance des services comme les siens. Une grande réalité qu'on voit autant au niveau des adolescentes puis au niveau des femmes. L'étude est basée aussi sur les personnes qui ont été en mesure d'identifier la violence sexuelle. Fait que peut-être que les personnes qui ont répondu ont peut-être juste pas pris conscience ou connaissent pas c'est quoi la violence sexuelle dans le couple, alors peut-être qu'ils n'ont pas répondu justement à cette réponse-là. Il y a des ressources qui existent sur le territoire, principalement pour des femmes et adolescentes. Mais il y a le groupe Image aussi au niveau des hommes. Et justement, on vous a posé la question, je vous lance tout de suite la question du jour. Bon, la question du jour, on a un petit problème technique, mais violence conjugale, trouvez-vous que les ressources sont assez connues dans la région? Vous avez été mitigé aujourd'hui en répondant oui à 52%. Bon, vous voyez derrière moi, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, est allé à la rencontre des membres du Front commun hier, alors que ces derniers effectuaient du piquetage devant ses bureaux. L'élu rassure transmettre les préoccupations du mouvement syndical aux ministres concernés. Le Front commun demandait aux députés caquistes de la région d'offrir leur appui aux revendications des différents syndiqués de la fonction publique. Au caucus, Mme Sonia Lebel, Christian Dubé, Bernard Drainville sont là, ils sont présents. Alors, je transmets directement à ce moment-là nos besoins, nous autres en région. Pierre Dufault puis Suzanne font le même travail aussi pour bien représenter les besoins de nos travailleurs ici. On sait par exemple qu'actuellement, dans certains secteurs, les gens reçoivent des primes pour permettre de garder ici les gens, les retenir en région. Donc, il faut maintenir des attraits financiers et autres dans l'organisation du travail pour garder nos gens ici, autant dans l'éducation, dans la santé, que aussi n'apporter d'autres. Donc ça, c'était vraiment important. Puis c'est pour ça que je discute beaucoup avec les gens de la FIC, les autres centrales syndicales. Et d'ailleurs, en parlant de mobilisation, le président du Conseil provincial des affaires sociales au CSFP, Maxime Sainte-Marie, est de passage dans la région cette semaine. Son équipe et lui font la tournée des régions du Québec pour prendre le pouls des travailleurs sur les lignes de piquetage. Il affirme que le moral est bon et que les syndiqués se sentent motivés avec le soutien du public. Du côté de la table des négociations, M. Sainte-Marie considère que les choses progressent. Je pense que la plus belle chose qu'on entend, c'est le klaxon des voitures. Quand on a commencé la grève le 6 novembre, ça fait déjà un petit bout de temps. Et on entend encore plus les klaxons que quand on a débuté. Donc la population est encore derrière nous. On est très contents de ça. Nous, notre objectif est clair. On en a un seul en tête. C'est d'entériner une entente de principe le 19 décembre prochain. Donc c'est ce qu'on souhaite. On est prêt à négocier d'ici là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais je pense que pour le bien des Québécois, des Québécoises et des travailleuses et des travailleurs, on doit régler ça avant les fêtes. Et dans le domaine de la main-d'œuvre, dans quelques jours, le Centre local de développement Rouyn-Noranda va se rendre à Paris en compagnie des 5 centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et de celui du nord du Québec. Et l'objectif, c'est de combler des postes dans le milieu scolaire. Cette nouvelle mission de recrutement à l'international s'inscrit dans le cadre des Journées Québec-France qui auront lieu les 16 et 17 décembre dans la capitale française. Le CLD va accompagner les centres de services scolaires dans leur démarche et va tenir un kiosque Panorama Québec afin de chercher des potentiels candidats.
avec lesquels le Canada et la France ont une entente. Donc, déjà, c'est des passerelles qui sont reconnues. Et puis, on a déjà participé à la Journée France, donc on sait la qualité de cette mission-là. D'avoir un recours à un bassin francophone aussi, c'est facilitant pour l'intégration. Donc, chaque mission a des postes précis parfois à pourvoir. Donc, ceux-ci se prêtaient bien au milieu scolaire. Ce qu'on espère, c'est que ça apporte fruit pour les centres de services scolaires qui arrivent à combler une bonne proportion des postes qu'il y avait à pourvoir, avec des candidats qui ont vraiment le goût de venir s'installer en Abitibi-Témiscamingue pour favoriser les conditions de succès à l'intégration. Connus dans le monde de forestier en Abitibi-Témiscamingue, les cousins Karel et Yann Cossette du groupe Crête ont une usine de fabrication de boîtes de carottes de mine qui est située à Mont-Laurier. Le duo qui investit une dizaine de millions de dollars passe ainsi de distributeur à producteur. Entrevue d'Yvon Moreau. Les gens de l'Abitibi, au niveau de l'exploration, le forage, sont reconnus mondialement. Hein? On le sait, ça, ils ont une réputation. Donc, ça l'a amené beaucoup, même à l'époque, quand on n'était pas manufacturier, on était distributeur, ça nous a amené à suivre ces compagnies-là avec eux dans différents pays. On parle du Suriname, on parle de l'Afrique, du Mexique, du Chili. De 2009 à 2023, vous faisiez votre petite affaire tranquillement de boîtes de carottes de mine, puis là, en une semaine, ça revirait de bord pas mal. Hein? Oui, les choses ont été très rapides. On faisait la distribution à l'époque des produits de mine pour Forex, justement. On avait pris la décision qu'on était pour produire des boîtes durant l'été. On s'était équipé, on avait acheté des équipements, on avait trouvé un local, on s'installait. Puis là, on a reçu un coup de téléphone, puis qu'on nous propose de revenir à la maison. Fait que, absolument, on a sauté là sur l'occasion. Vous avez vu que des boîtes de carottes de mine, ça se faisait rare. C'est des amis à nous qui étaient dans le domaine du forage qui nous ont proposé, c'était peut-être de regarder vers cette option-là parce qu'il y avait une demande accrue, puis il n'y avait pas beaucoup de fournisseurs. Donc, on a commencé à regarder et produire des boîtes pour ces gens-là. Puis après ça, on s'est dit, pourquoi qu'on ne pourrait pas produire pour toute l'industrie, ou seulement un joueur ou deux joueurs. C'est un gros investissement que vous avez fait là, de partir à deux, à votre petite affaire, à maintenant une quinzaine de personnes? Oui, c'est sûr que c'est... Oui, il y a un coût à ça. Nous, on pense que ça en valait la peine. Puis, c'est un très bon... C'est un gros investissement, malgré tout. Je peux dire que vous vous retrouvez à la tête d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, dizaines de millions? Un bâtiment comme ça, avec les équipements, c'est facilement 10 millions de dollars, là. Absolument. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Des dizaines de milliers d'acheteurs se sont donné rendez-vous sur la boutique en ligne de Goûter à thé de Noël pour passer leurs commandes. On vous dévoile le nombre exact dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Nouvelle entreprise au Témiscamingue, AD Impérial Construction offre un accompagnement personnalisé à toutes les étapes d'un projet, de la modélisation de l'idée à la conception. Fort de son expertise et grâce à de nombreux partenariats, l'entrepreneur général propose des services de qualité en architecture, design et ministérie ainsi qu'en gestion de projet, que ce soit dans les secteurs résidentiels, commercial et agricole. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, avec le temps des fêtes qui approche à grands pas, on peut dire que c'est mission réussie pour la boutique en ligne Goûter à thé de Noël. Et oui, plus le temps des fêtes approche, plus je t'apprends à me dire, c'était quoi l'idée de mettre au régime, Mélissa? C'est vraiment une très mauvaise idée, surtout en voyant les beaux produits régionaux qui nous mettent l'eau à la bouche. Faites-vous-en pas, là, j'ai mangé un petit carré de chocolat tantôt en cachette avant d'entrer en studio. C'est quand même 43 850 $ en vente qui a été amassé sur la boutique en ligne de Goûter à thé de
de Noël. Je vous rappelle que l'organisme a pour but de faire rayonner les producteurs de la région et ce sont plus de 3500 produits régionaux qui seront partagés ou offerts en cadeau durant le temps des fêtes. Et l'organisation continue d'avoir de la broue dans le toupette en bon québécois avec les derniers préparatifs. Hier et aujourd'hui, nos 38 producteurs étaient sur la route, donc à travers l'Abitibi-Témiscamingue, parce qu'il fallait qu'ils viennent nous livrer tout ce qu'ils ont vendu. Donc là, ça s'est promené entre Amos, Val-d'Or, Sainte-Terre, Ville-Marie, Rouen et La Sarre. Nous ici, moi, je suis à Amos au moment où je vous parle et donc le dernier producteur est venu nous livrer sa commande tout à l'heure. Et demain, dans les 6 villes, toutes les équipes des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue se transforment en lutins et là, on monte, nous, les commandes des clients. Donc, parce qu'on sait, les clients, quand ils achètent en ligne, ils se trouvent à acheter de plusieurs producteurs. Et là, donc, nous, on prépare les commandes de chacun des clients et vendredi, les clients se déplacent et vont venir chercher donc tous leurs produits gourmands. Et Stéphanie, on continue de faire briller les artistes témiscamiens avec le projet de capsule vidéo qui vise à démystifier l'art. Oui, amenez-nous-en des beaux projets comme ça, Mélissa. C'est la commission culturelle qui a dévoilé les 4 prochains artistes de Témiscamien. Ils seront dans les nouvelles capsules et auront la chance de présenter la pratique artistique qui les anime tout simplement. On a les tournages qui débutent très prochainement. Voici nos artistes vedettes. Michel Beauchamp, qui est un artisan de la ceinture fléchée. Donc, vraiment, au niveau du travail du textile, là, de façon traditionnelle, ça va être intéressant de voir ça. On a aussi l'Atelier Sans Pression, qui est un lieu de création artistique, qui est situé du côté de Ville-Marie aussi, qui va être super intéressant. On a François Lefebvre, qui est connu sous l'alias de Frank, qui est musicien, auteur, compositeur, interprète, et il est aussi à la barre du studio d'enregistrement Artemis, qui est aussi bien connu sur notre territoire. Puis on a Nancy Couturier, qui est une artiste verrière, qui est très connue dans la région même aussi. Donc on a hâte de voir ces artistes-là au niveau de leur production artistique. On va avoir du beau monde à Metz, ça c'est certain. Et pour terminer, c'est le moment de vous procurer votre billet de tirage pour la Fondation Santé de Rouyn-Noranda. La cagnotte s'élève quand même à plus de 37 000 $ pour le mois de décembre avec le grand tirage qui est prévu à la fin du mois. Donc, c'est le moment de faire comme Lisa Blanchette, Michael Côté et Raphaël Glavin qui ont remporté 1 000 $ en tirage boni du mois de décembre. Le prochain aura lieu le 20 décembre. Rendez-vous sur le www.lottosanté5050at.ca. Merci Stéphanie. Ce soir, c'est le 4e duel de la 117 à l'Arena Glencore et c'est d'ailleurs la dernière fois que les Foreurs et les Huskies vont croiser le fer avant la période des fêtes. Plus de détails dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est ce soir qu'a lieu le 4e duel de la 117 de la saison dans la LHMQ. La rencontre débute dans pas longtemps à 19h ce soir à l'Arena Glencore. Et Alexandre, Rouyn-Noranda est en quête d'une première victoire contre leurs rivaux cette saison. Oui, ce qui est quand même surprenant compte tenu du fait de la différence au classement général. Les Huskies sont 4e dans la Ligue et les Foreurs sont bons derniers présentement. Je vous ramène au tout début de la saison alors que les Foreurs gagnaient coup sur coup les 2 matchs d'ouverture contre les Huskies. À ce moment-là, les Huskies étaient considérés comme étant la meilleure équipe au Canada. Les choses ont changé depuis, mais reste que Rouyn-Noranda demeure une puissance, toujours en droit d'aspirer aux grands honneurs. Les hommes de Martin Dagenet n'ont perdu qu'un seul match en temps réglementaire à l'Arena Glencore cette saison. Pour leur part, l'excellent début de saison des Foreurs, il a été gâché par une vilaine série de 10 défaites de suite. Il semble que les choses se placent de plus en plus ces temps-ci. Le retour de vétérans aide beaucoup l'équipe, ce qui fait qu'on se retrouve ce soir, presque à la mi-saison, avec un match baromètre pour les 2 équipes. On sait qu'ils nous ont fait mal paraître au début de l'année. Je pense qu'on a encore ça sur le cœur. Donc, je pense que l'important, c'est d'aller chercher un bon début de match. On a une équipe presque complète. C'est certain que Dylan Gill fait mal, il n'est pas en défensive. Benjamin Brunel suspendu un match, quand même un gros morceau, mais en même temps, au début, quand on les affrontait, c'était 4, 5, 6 gars qui manquaient. Donc, ce soir, je pense qu'on n'a pas d'excuses. Puis on sait qu'ils vont sortir fort, mais on veut jouer à notre maximum, nous aussi.
D'un côté comme de l'autre, on aura un duel de 2 gardiens en feu ces temps-ci. Le portier de la Meurthe, William Rousseau, est l'un des gardiens les plus hauts de la Ligue en ce moment. Il mène la LHJMQ pour la moyenne de buts alloués avec 2,06, ça c'est 2 buts par match, et ses 4 blanchissages le placent également au sommet de la Ligue. Du côté des Foreurs, le gardien numéro 1, William Blackburn, est de retour depuis quelques matchs. En entrevue plus tôt cette semaine, l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux concède que le retour de son gardien a eu un effet positif sur l'entièreté du vestiaire. Depuis le retour de notre capitaine David Doucet, là, pour vrai, on joue en haut de 500, donc c'est évident que notre capitaine a un impact très important. Puis, tu veux pas, ça fait que tout le monde joue contre les bonnes lignes de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc, on est vraiment content. William Blackburn, je pense que sa plus grande qualité, c'est son côté de compétiteur qui veut faire la différence dans tous les matchs, donc qui se présente à tous les matchs. Donc, ça, c'est plaisant. Donc, quand tu retrouves là, 2 joueurs clés comme William et David dans ton alignement, ça ne peut pas faire autrement que d'être contagieux puis que les autres embarquent dans le bateau. D'ailleurs, ce soir, c'est aussi le match en mauve dans le cadre des matchs hockey pour vaincre le cancer. Les chandails noirs et mauves signés par les joueurs sont disponibles à l'encan dès maintenant et les fonds amassés seront offerts pour la cause. Merci Alexandre. Bilan complet d'ailleurs demain. Bon match. Au plaisir, Mélissa. On reste dans le hockey. Les Forestiers d'Amos ont débuté leur parcours au challenge CCM du M18 3A avec une victoire de 4-3 contre les Lions du lac Saint-Louis cet après-midi. Les hommes de Sean Lanoux avaient l'avance 4-1 en troisième période et ont résisté à une remontée des Lions pour l'emporter. Adam Lemay, Émeric Carbonneau, Isaac Paré et Mathéo Lepage ont été les marqueurs pour les Forestiers. Amos disputera son deuxième match du challenge demain matin à 10h contre les Flyers de Moncton. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux dans la région. En Abitibi, on a par contre un 30% de probabilité d'averse de neige tôt ce soir. Et côté température, il va faire un minimum autour de moins 16 degrés avec un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 22. Pour demain, nuages au nord et alternance de nuages et soleil au sud. Il devrait faire un maximum de 1 et 2 degrés avec un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 20 le matin. Et finalement, le petit aperçu de vendredi, bien encore un temps gris, normalement un peu sur tous les secteurs, avec un maximum entre 2 et 4 degrés. Je termine avec Uniboard à Val-d'Or qui continue dans les travaux de transformation de l'usine. La phase finale bat son plein selon la compagnie. Sur ce, bonne soirée et à demain.